Bonsoir, une nouvelle émission de 28 minutes commence et c'est toujours un plaisir de vous accueillir frais, dispo et pile à l'heure. Mais je ne suis pas seul, heureusement bien entouré par la belle équipe de 28 minutes. Bonsoir à vous. Bonsoir Mathieu. Et l'actualité, eh bien, c'est la guerre commerciale lancée contre l'Europe par Donald Trump. À partir du 1er août prochain, tous les produits fabriqués en Europe vendus aux États-Unis subiront un droit de douane de 30%. Le combat ne fait que commencer, selon le ministre danois des Affaires étrangères. So we want a deal. There's an old wording saying if you want peace, you have to prepare for war. Alors, comment réagir face au président américain? En haussant le ton ou en faisant profil bas? Est-il possible que l'Europe réponde d'une seule voix ou certains pays membres seront-ils tentés par le chacun pour soi? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, pour écrire leur chronique, n'hésitent pas à tremper leurs plumes dans une encre de curiosité et de plaisir avec un peu d'huile solaire. Bien sûr, c'est l'été, à savoir Théophile Cossa et Marjorie Adelson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, au programme ce soir, Théophile. Attention, elle va bientôt accueillir les 100 détenus les plus dangereux de tout l'Hexagone. La prison de Vendin-le-Vieil, transformée en établissement d'un genre nouveau, une prison de haute sécurité. Et vous allez voir, ça rigole pas du tout. Les prisons de haute sécurité, je vous raconte comment ça marche. Et vous, Marjorie? On va partir en Nouvelle-Zélande. Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, a un nouveau projet, ressusciter un oiseau disparu il y a 600 ans. Sauf que cette fois, c'est pas un film, c'est la réalité. En effet, on voit ça en fin d'émission. Car avant ça, nous allons partir à la rencontre des sociétés secrètes. Voilà, vous allez me dire que si on en parle, c'est qu'elles ne sont pas vraiment secrètes. Bon, c'est pas faux. Mais elles alimentent nos imaginaires depuis des siècles. Rose-Croix, Anonymous, Illuminati, on leur prête beaucoup de pouvoir, parfois fantasmé, et l'historien Pierre-Yves Beaurepaire a plongé dans cet univers où la discrétion côtoie la fake news. Il vient nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Pierre-Yves Beaurepaire. Bonsoir. Alors vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'université Côte d'Azur. Vous publiez Les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous, 17e, 21e siècle. C'est publié chez Talandier. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Gilles Vonest. Bonsoir. Alors ce qui est assez étonnant Pierre-Yves Beaurepaire, avec les sociétés secrètes, bien sûr on parle du secret, mais le secret en lui-même est un vrai paradoxe, car il est censé toujours protéger les membres de ces sociétés. Et en même temps, c'est ce qui attise la curiosité. Tout à fait, c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'il doit être protecteur et en fait, il les dévoile. Oui. Et ça alimente toutes nos représentations, justement, sur le temps long jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et on va en parler justement donc, du 17e au 21e siècle. Il y a de quoi dire, puisque en effet, on en parle beaucoup actuellement. Mais avant ça, on va voir pourquoi, Pierre-Yves Beaurepaire, vous avez le profil idéal pour être invité dans cette émission. Et vous allez comprendre pourquoi grâce à Olivier Boucreux. Le secret attire, inquiète, fascine. Depuis la fin des années 90, vous, l'historien, vous l'étudiez sans céder à la peur ou au folklore. Pour comprendre ce que nos sociétés cachent, c'est vous qu'il faut démasquer, vous, le profil idéal. Vous n'avez pas commencé dans les livres, mais en uniforme. Passé par la prestigieuse Académie militaire de Saint-Cyr, vous prenez vite un autre chemin, celui des archives. Agrégé d'histoire, vous soutenez en 1997 une thèse sur l'étranger et la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, primée par Le Monde. Vous êtes ensuite habilité à diriger des recherches à la Sorbonne, mais vous enseignez aussi à Nice, San Francisco, Tokyo, Tunis, Bruxelles. Votre parcours de chercheur est salué par l'Institut universitaire de France et par une récompense académique au Japon. Votre spécialité, les sociétés secrètes. Parmi votre douzaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, les Illuminati interrogent déjà la bascule du réel vers le mythe. Quand Rihanna fait un spectacle où elle porte un carnet où il est écrit Princess of Illuminati, vous imaginez qu'instantanément elle devient leur chef de file. Donc ils ont une capacité à être, bien malgré eux, complètement revisités, relookés en permanence dans une perspective d'expliquer nos peurs. Dans les sociétés secrètes, vous décryptez 3 siècles de faits et de fantasmes, des Rose-Croix aux Anonymous, du Ku Klux Klan au Carbonari. Code, masques, titres ronflants, ces groupes créent une histoire parallèle, souvent plus séduisante que la réalité, parfois plus dangereuse aussi.
Il suffit d'y croire, de toute façon, de croire à l'existence pour entrer déjà dans cette logique-là. Et ça peut concerner le climat, la médecine, la science de manière générale, la conquête spatiale, tout peut en faire partie. Votre méthode n'est pas spectaculaire, elle est rigoureuse, patiente, précise. À l'heure où la désinformation prospère, vous montrez comment l'imaginaire s'installe, s'incarne et parfois agit. Et vous le dites sans mystère, toute société secrète propose un modèle de compréhension du chaos du monde, un modèle qui nous rassure autant qu'il entretient nos peurs. Voilà, Pierre-Yves Beaurepaire, donc les sociétés secrètes, votre nouveau livre. Aujourd'hui, alors, on en a parlé, hein, là, Olivier, on a parlé des Illuminati également. Il y a bien sûr Rose-Croix, les Anonymous, les francs-maçons. Mais quand même, aujourd'hui, quelle est la société secrète qui alimente le plus de fantasmes? Moi, je dirais tout ensemble, parce qu'en fait, non, c'est pas une réponse de Normand, mais elle tisse une sorte de trame où chacune reprend des éléments à l'autre. Ça permet une sorte de mise à jour en permanente. Donc moi, je dirais fondamentalement les Illuminati, mais quand j'ai travaillé justement dans le précédent livre sur les Illuminati, je me suis rendu compte que ça ne faisait sens que si on voyait avant-après. Donc c'est vraiment une sorte de continuum où chacune écrit un nouveau chapitre, dit... la société secrète précédente était intéressante pour tel ou tel point, mais là, finalement, elle répond pas tellement à nos attentes. Donc, nous, on va donner notre propre version et forcément, elle sera meilleure. Et pour poursuivre justement sur les Illuminati, au départ, il y a une vraie société secrète créée en Allemagne, les Illuminaten, au XVIIIe siècle. Comment on passe d'un vrai fait réel à un délire complètement complotiste? Tout à fait, ça c'est passionnant parce qu'en fait, dans le cas des Illuminati, il y a effectivement au départ, pendant moins de 10 ans, une société historique qui a existé, documentée, et puis ensuite le mythe a complètement fait disparaître cette société pour être alimentée jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le cas des Rose-Croix que vous évoquiez tout à l'heure, c'est exactement le contraire. C'est une fiction littéraire proposée par des étudiants. Ça part pas toujours d'un fait réel. Voilà, c'est ça, ça marche dans les deux sens. Ah ouais. Et là, ça a tellement plu parce que c'était la confrérie des invisibles, parce que il disait avoir des pouvoirs de communication à distance. Il y a toujours aussi quelque chose de l'utopie technicienne. Aussi, exactement. Et finalement, là, les gens se sont dit, elle n'existe pas, on va la créer. Et aujourd'hui, il y a encore des ordres néo-rosicruciens à travers le monde entier. Ça marche de sens. Est-ce que les sociétés secrètes ont été prises au sérieux dès le départ, par exemple, ou est-ce qu'elles ont toujours été pourchassées même par les autorités? Les deux. Elles ont été prises au sérieux parce que, à l'époque moderne, 17e, 18e siècle, le secret ne peut appartenir qu'à l'État, au prince. Et l'idée que des particuliers puissent s'organiser de manière secrète ou proposer leur propre version du secret, c'est absolument impossible. Et dans le cas des Rose-Croix, c'est pour ça qu'un certain nombre de princes ont tout de suite dit lançons l'enquête, on veut savoir qui en est, et on veut surtout, ils faisaient des prophéties. On est au début d'un apocalypse qu'on appelle la guerre de 30 ans. Quel prince sera celui qui sera le sauveur de l'Europe? Et donc ils veulent savoir qui en est, et si c'est eux qui seront les élus. Alors on va continuer à parler bien sûr des sociétés secrètes, et avec vous Julia, une société secrète qu'on connaît bien, hein, voilà aussi, puisque depuis Donald Trump, on assiste aux États-Unis au réveil du Ku Klux Klan, hein, l'une des sociétés secrètes bien sûr les plus anciennes des États-Unis. Oui, 160 ans, c'est son âge au Ku Klux Klan. Il a été fondé en 1865 par les sudistes après la guerre de sécession. Alors au XXe siècle, cette société secrète raciste comptait plusieurs millions d'adhérents et menait des actions ultra-violentes, des lynchages notamment contre les Noirs et les Juifs. Aujourd'hui, le KKK ne compte plus que quelques milliers d'adhérents et désormais c'est une nébuleuse mêlée notamment à l'ultra-droite américaine. Ce qui explique que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les Klansmen, c'est comme ça qu'on les appelle, se sentent portés par l'idéologie xénophobe du courant MAGA. Dans leur ligne de mire, il y a toujours les Noirs, les Juifs, les homosexuels, mais aussi surtout aujourd'hui les migrants. Lors de l'investiture de Donald Trump en janvier dernier, des membres du KKK ont par exemple distribué des tracts anti-migrants dans plusieurs États, par exemple le Kentucky et le Tennessee, et ils encourageaient alors la délation contre les clandestins. On va le voir, vous le voyez là justement, ce tract en question avec le logo du KKK. Alors on sait que le père de Donald Trump a été membre de ce mouvement à la fin des années 20. Donald Trump, lui, a toujours été
un petit peu quand même embarrassé par le soutien du KKK à son égard. Est-ce que cette société qui se veut secrète a cherché ou cherche aujourd'hui, par exemple, à faire de l'entrisme dans la sphère politique? Ah oui, tout à fait. Elle l'a d'ailleurs toujours fait. Elle a aussi pensé la société secrète, c'est l'inscrire sur le temps long. Dans les années 20-30, on dit qu'ils vont même initier un certain nombre de présidents, avant Roosevelt, à la Maison-Blanche elle-même. Donc oui, tout à fait. Et aujourd'hui, oui, tout à fait, parce que bien évidemment, il fait comme pour QAnon. Il dit oui, ça m'intéresse, etc., parce qu'il sait que les MAGA sont très liés, mais il embrouille toujours les choses, mais en réalité, bien sûr qu'ils essaient de faire de l'entrisme parce que le Ku Klux Klan est certes un étiage, il a beaucoup moins de membres que les millions que vous évoquiez à une époque, mais il a connu ça tout le long de son histoire. Donc ils se disent, comme toute société secrète, pour l'instant, on est dans une phase basse, et à un moment donné, la résurgence se produira et on sera là. Alors Trump, on le disait, un peu embarrassé par ses liens avec le KKK, un peu moins avec QAnon. Vous venez d'en parler. Quel lien vous faites entre QAnon et MAGA, la sphère MAGA aujourd'hui autour de Donald Trump? La dénonciation de l'État profond. Et ça, déjà au 19e siècle, à l'époque justement de l'après-guerre de sécession que vous évoquez, c'est déjà exactement la même chose. Le Nord vient dicter au Sud la reconstruction. Sur quelle base? Parce qu'il l'a vaincu. Aujourd'hui, c'est l'État profond se moque des élections, se moque du fait que nous avons gagné. Et donc, il faut se méfier de ces entreprises. Pardon, on n'a peut-être pas bien précisé. Vous pouvez nous donner la définition précise de QAnon? Au départ, c'est un personnage mystère, Q, qui est censé, sur le forum 4chan, envoyer un certain nombre de messages sibyllins. Dans la société secrète, il y a aussi toujours ça, une forme d'oracle, de messages que chacun peut décrypter comme il veut. Ce qui fait que si on se plante, ça évite aussi d'être totalement démonétisé. La seule différence, c'est que les QAnon, eux, ont pignon sur rue, contrairement, par exemple, aux francs-maçons ou au Ku Klux Klan dont on parlait tout à l'heure, et on les voit, et eux, par contre, sont persuadés du complot, chassent justement ces sociétés secrètes, et c'est là où on voit le rôle tout de même qui est assez intéressant d'Internet sur ces sociétés secrètes, parce que là, on parle tout de même, et vous en parlez, vous, du XVIIe au XXIe siècle, donc elles sont très anciennes, ces sociétés secrètes, et il y a eu une résurgence vraiment avec les réseaux sociaux, une loupe. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était l'imprimé, c'était le manifeste anonyme. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est décrypter une image. Vous avez derrière la pyramide lors d'élection d'Emmanuel Macron. Et instantanément, ça devient quelque chose de révélateur. C'est-à-dire tous les signes que les sociétés secrètes sont censées, elles sont tellement sûres d'elles-mêmes qu'elles laissent comme ça des traces. Alors, vous évoquiez justement les réseaux sociaux. Il y a aussi la question de la pop culture. Vous l'évoquez dans votre livre. Les sociétés secrètes irriguent la pop culture. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner récents de livres ou d'œuvres qui ont été influencés par ça? Dans tous les domaines, les jeux vidéo, Assassin's Creed, toute la série quand même qui a plus de 15 ans, surfe là-dessus. Vous l'avez aussi chez Marvel, Doctor Strange versus the Illuminati, où il est jugé dans l'espace, preuve aussi que finalement, ça se détache complètement de tout ancrage spatio-temporel. Donc on peut les mobiliser à tout point de vue. Il y a aussi Corto Maltese, par exemple. Corto Maltese, etc. Mais avec une forte dimension là, de création, alors que parfois on est vraiment du bas de gamme, mais ça fonctionne très bien. Donc. Est-ce que vous avez vous-même été initié par une société secrète? Vous pouvez pas nous le dire, peut-être? C'est ça? J'ai terminé la conclusion en disant qu'on devient soi-même un peu, en travaillant sur ces sujets-là, notre vision du monde, le risque d'être... Il y a une forme d'addiction quand même au secret, à la lecture secrète des choses. Voilà. Et pour percer justement ce secret ou pas, en tout cas, il faut lire votre livre « Les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous, 17e, 21e siècle chez Talandier ». Merci beaucoup, Pierre-Yves Beaurepaire, d'être passé ce soir par 28 minutes, et ce n'était pas un secret en plus. Allez, passons maintenant à notre débat. 2 semaines, c'est court, mais ça peut paraître très long, surtout quand il s'agit d'un supplice. Le 1er août prochain, les produits européens vendus aux États-Unis devraient subir une taxe de 30%. Tel est le souhait de Donald Trump, alors que les Européens négocient toujours pour faire baisser ces tarifs douaniers. Si l'hôte de la Maison-Blanche met sa menace à exécution, les conséquences pourraient être sévères pour nos économies. Alors pourquoi Donald Trump s'acharne-t-il sur l'Europe? Est-il possible de riposter collectivement ou sur ce sujet prime le chacun pour soi? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Le compte à rebours a commencé. Annoncée depuis des mois, la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump va se concrétiser au 1er août avec des hausses des droits de douane sur les produits européens.
reciprocal. That means they do it to us and we do it to them. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. Irrité par le déficit commercial de son pays vis-à-vis de l'Union européenne, Donald Trump sort l'artillerie lourde. Des taxes à hauteur de 30%. Une décision injustifiée du point de vue des Européens. Il n'est pas utile de se livrer quotidiennement à des menaces et à des provocations. Nous voulons des négociations sérieuses et ciblées avec les États-Unis. C'est ce que défendent l'Allemagne et la France, c'est ce que nous défendons au sein de l'Union européenne. Espérant un énième revirement de Donald Trump, Ursula von der Leyen a fait le choix de ne pas répliquer pour le moment, tout en prévenant qu'elle se tenait prête à le faire le cas échéant. En déplacement au sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron avait dénoncé de son côté des mesures qui n'ont pas lieu d'être entre partenaires militaires. On ne peut pas, entre alliés, dire il faut dépenser plus, nous dire on va dépenser plus, et au sein de l'OTAN se faire la guerre commerciale. C'est une aberration. Et donc c'est pourquoi il est très important qu'on puisse revenir à ce qui devrait être la règle au sein de l'ensemble des alliés, c'est-à-dire une véritable paix du commerce. Alors, quelle stratégie adopter face à Donald Trump? Faut-il répliquer durement comme la Chine ou jouer la carte de la négociation comme la Grande-Bretagne? L'Union européenne peut-elle être en guerre économique avec l'Amérique tout en quémandant son appui militaire et géopolitique? Qui seront les victimes de cette guerre commerciale? Voilà, et pour en parler ce soir, nous recevons Jean-Luc Desmarty. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur général du commerce à la Commission européenne. Vous avez participé aux grandes négociations commerciales multilatérales et bilatérales de l'Union européenne entre 1988 et 2019. Selon vous, il faut poser le revolver, dites-vous, sur la table des négociations en déployant l'arme commerciale anti-coercition. Ça doit être œil pour œil, dent pour dent, comme l'a fait la Chine. À vos côtés, Shahin Vallée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, chercheur associé au Conseil allemand pour les affaires étrangères. Vous avez été entre autres conseiller d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Selon vous, l'augmentation des droits de douane, ce sont d'abord les consommateurs américains qui vont la payer avec des prix plus élevés. Et ensuite, ce sera le reste du monde par des exportations qui s'effondrent et donc un ralentissement économique général. Et puis Elvire Fabry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur senior en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes en charge de la géopolitique du commerce et des rapports Union européenne-Chine et Union européenne-États-Unis. Selon vous, l'Europe a les mains très liées parce que pendant qu'elle mène une guerre commerciale contre Trump, elle a besoin de lui pour une vraie guerre, et cette fois en Ukraine, bien sûr. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et le chiffre du jour. Oui, un chiffre faramineux. Jean-Mathieu, regardez, je vous parle des 93 milliards d'euros que la Commission européenne s'est dite prête lundi dernier à réclamer aux États-Unis si jamais Donald Trump décidait de taxer l'Europe à hauteur de 30%. Alors, je vous rassure, rien n'est encore appliqué. Enfin, je rassure surtout les États-Unis. Le commissaire européen en charge du dossier entend poursuivre les négociations jusqu'au 1er août, la date butoir choisie par le président américain. Mais, Shahin Vallée, est-ce que cette fois, l'Europe sort les muscles? Est-ce que 93 milliards d'euros, ça peut faire peur à Donald Trump ou au contraire exciter sa colère? Ça n'a pas vraiment l'air de l'inquiéter. Et en réalité, la stratégie de négociation des Européens depuis le début ne l'inquiète pas véritablement. On a eu plusieurs opportunités de mettre une réponse plus musclée sur la table et à chaque fois, on ne l'a pas saisie. Et même aujourd'hui, on a vu quelques débats émerger entre les Européens, notamment sur l'activation de cet instrument anti-coercition dont Jean-Luc parlait. Et pour le moment, il n'y a pas de consensus européen pour ce faire. Donc non, moi je crains que l'Europe reste avec une main qui tremble et que notre partenaire ou notre adversaire l'observe bien et du coup en tire parti. Alors Elvire Fabry, pourquoi finalement Donald Trump on veut autant à l'Europe? C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure dans le sujet. Il dit même, là c'est une arnaque, c'est pathétique ce qu'ils font les Européens par rapport aux Américains. Pourquoi ils nous en veulent autant? Parce qu'on représente tout ce qu'il exècre. C'est-à-dire qu'on représente un ensemble plurilatéral, on représente une machine légale à produire des réglementations, un modèle démocratique qu'il est en train de construire aux États-Unis. Il faut bien voir que derrière cette guerre commerciale, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'il est en train de viser une fragmentation de l'Union européenne. Il veut accéder au marché européen, ça c'est certain. Oui. Mais il est en train de... ne serait-ce que la façon dont il soutient déjà dans les campagnes électorales successives qu'il y a dans les États membres, les extrêmes droites, qui sont alignées plus sur sa ligne MAGA,
il y a vraiment un travail de changement de régime qu'il est en train d'amorcer dans l'Union européenne, de SAP, et de volonté d'aligner l'Union européenne comme d'autres pays, on peut dire, de ce qui était l'ensemble occidental, dans un jeu d'influence anti-chinois. Et dont on va voir les contours de plus en plus évidents au-delà des droits de douane, c'est-à-dire en imposant une réciprocité dans les mesures anti-chinoises de celles qui sont adoptées aux États-Unis. Et pourtant, Jean-Luc Demarty, en effet, il y a bien des visions qui s'affrontent, mais si on reste vraiment sur le plan purement économique, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre dans la balance économique entre l'Europe et les États-Unis. On va vous montrer ces chiffres, un déséquilibre en faveur de l'Europe en ce qui concerne les biens. C'est ça qui agace Donald Trump, ça, il ne peut pas l'entendre, il ne peut pas le supporter même? Alors, tout d'abord, certes, on a un excédent commercial très important vis-à-vis des États-Unis. C'est un fait. Et il s'est accru en 2024 à cause de la réévaluation du dollar, qui maintenant est à la baisse. Mais si on prend en compte les services sur lesquels ils ont un excédent faramineux avec nous, et il faut bien sûr... Exactement, on va montrer ces chiffres, vous avez raison, ça rééquilibre dans l'autre sens. 50 milliards, ça fait plus que 50 milliards. Exactement. Ils nous battent sur les services. Et si vous prenez en compte la définition au sens de balance courante, c'est-à-dire ce qu'on appelle les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus des entreprises américaines en Europe et vice-versa pour les entreprises européennes aux États-Unis, si on prend ce bilan, on est à zéro, on est à l'équilibre. On est à l'équilibre. Donc, je dirais, tout ça, c'est un prétexte. En réalité, la balance commerciale des États-Unis, elle est déséquilibrée et ça n'a rien à voir avec les tarifs. Absolument rien. Donc c'est politique. Non, c'est pas politique, c'est macroéconomique. Chahine pourra en parler mieux que moi. Je veux dire, la balance commerciale des États-Unis est déséquilibrée, tout simplement parce que les Américains n'épargnent pas assez, et qu'ils consomment trop. Et qu'en plus, ils en rajoutent avec des déficits publics faramineux de 7% du PIB. Et donc, c'est ça qui crée la balance commerciale déficitaire des États-Unis, mécaniquement. Et ça n'a rien à voir avec les tarifs. Il peut mettre tous les tarifs qu'il veut, ça ne va rien changer. Et pourtant, c'est une vallée. C'est vrai que Donald Trump a fait sa campagne, un des axes de sa campagne, c'était le retour des usines aux États-Unis. Ça veut dire que c'est possible, ça? C'est le pari qui est tenté. C'est un pari qui me semble risqué parce que, à la fois, il essaie d'améliorer la compétitivité américaine en imposant ses tarifs douaniers, et en même temps, il déconstruit ce qui faisait le cœur de la compétitivité américaine, c'est-à-dire la règle de droit, le respect du climat des affaires et le respect des investisseurs comme des investisseurs internationaux. Et ça, c'est en train de disparaître complètement. Donc moi, je doute beaucoup que énormément d'entreprises, malgré les déclarations qu'on a pu entendre d'entreprises européennes comme d'entreprises asiatiques, promettant des investissements gigantesques aux États-Unis, je doute beaucoup que ça se produira. Et donc je pense que ce pari économique risqué sera in fine perdu. Et pourtant, Elvire Fabry, le Trésor américain vient de donner les derniers chiffres du deuxième trimestre 2025. Les taxes, certaines taxes, ont déjà rapporté 47 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, quelque part, ça marche. Ils auraient tort de s'en priver, les Américains. Oui, mais ça, c'est le fameux narratif de Donald Trump. C'est un revenu extérieur. Et il faut bien voir que là, les droits de douane sont tellement importants, déjà, ceux qui sont déjà appliqués, que les entreprises ne peuvent pas les absorber. Et elles répercutent le coût sur les consommateurs. Mais il va y avoir un délai, parce que dans les pauses aussi tarifaires, il y a eu un pic d'importation pour constituer des stocks. Et les entreprises estiment que c'est à partir de début 2026 qu'on sentirait véritablement les effets de l'inflation avec cette augmentation du coût pour le consommateur. Alors là, il y a beaucoup de publicité faite autour de ces et quelques 50 milliards. Mais ce n'est pas ça qui va... ça sert à Donald Trump à justifier qu'il a pu baisser les impôts et pour financer ces baisses d'impôts. Mais en tout cas, pour ce qui est du volet, justement, industriel, il n'a aucun sens de la politique industrielle. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Non, l'écosystème de ce qui permet de reconstituer des chaînes de valeur aux États-Unis est beaucoup plus complexe. Et on voit actuellement les entreprises qui sont qui restent en position d'attentisme et qui n'investissent pas tant que ça, entre les promesses et les investissements. C'est ça aussi, Jean-Luc Demarty, c'est si on va jusqu'au bout de cette politique douanière de Donald Trump, s'il applique en effet tous ces tarifs douaniers, cette hausse, ça veut dire que c'est
pas bon pour le consommateur américain, alors. Bien sûr, ça veut dire c'est de l'inflation, on commence à la voir. Ouais. Je suis d'accord avec déjà Elvire, forte avant. ça va prendre un peu de temps, mais on commence à le voir déjà, les premiers chiffres le montrent. C'est un effet récessif, ça, on le verra, on ne le voit pas encore, mais ça c'est absolument évident. Et la réindustrialisation et même la correction de la balance commerciale sont des objectifs légitimes, mais les instruments utilisés n'ont absolument aucun effet ou un effet contre-productif. Ah oui, d'accord. Alors Julia, avec vous, on va voir, on se souvient, c'était le 2 avril dernier, le fameux Liberation Day, Donald Trump dans le jardin de la Maison-Blanche avec son panneau qui nous lançait cette guerre douanière et qui avait provoqué un vent de panique sur les marchés. Oui, le 2, on voit sur cette image Donald Trump avec son panneau, l'affichant fièrement, et ça avait donc provoqué une onde de choc sur les marchés. Le Nasdaq a plongé de 16% en 3 séances, le CAC 40 de 14% en 5 séances. Vous le savez sûrement mieux que moi que les marchés détestent l'incertitude, d'où leur fébrilité. Sauf que depuis, ils se sont en quelque sorte accoutumés aux différents nombreux volte-face du président américain. Il y a même un mot qui est devenu à la mode à Wall Street. TACO. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, TACO? Alors déjà, c'est un éditorialiste du Financial Times qui a inventé cette expression au mois de mai. Que signifie TACO? Ce sont les initiales de Trump Always Chickens Out. Traduction, Trump se dégonfle toujours. Écoutez la réaction du président américain. Il était piqué au vif lors d'une conférence de presse fin mai. I kick out? You mean because I reduced China from 145% that I set down to 100 and then down to another number, and you call that chickening out? It's called negotiation. Alors, Donald Trump se dégonfle-t-il ou est-ce une vraie stratégie de négociation? Toujours est-il que, grâce à cette théorie du TACO, les marchés se calment en quelque sorte. Dernier exemple en date, quand Donald Trump lance samedi dernier son nouvel ultimatum à l'Europe, les bourses restent presque stoïques à leur ouverture lundi. Seulement moins 0,27% à Paris, moins 0,39% à Francfort. Et aux États-Unis, le Nasdaq est resté à l'équilibre toute la journée à 0,16%. Chaim Vallée, est-ce que ça ne veut pas dire que face à ce qui se passe, à cette stratégie un peu de fou de Donald Trump, la bourse ne joue plus justement son rôle de garde-fou? Non, c'est juste, et je pense que c'est très inquiétant dans cette dernière annonce, c'est de voir que les marchés sont restés relativement stoïques, et les marchés sont malheureusement, à mon sens, peut-être la seule corde de rappel véritable qui peut être efficace face à Trump. Elle avait été efficace entre le 2 et le 9 avril, le moment de la pause généralisée, et en fait, il s'est rendu compte depuis que non seulement la bourse a recoupé toutes les pertes entre le 2 et le 9, mais qu'aujourd'hui, elle continue de monter, et que donc il peut se permettre de nouvelles tentatives et de pousser un peu les choses à son avantage. Et donc moi, j'aurais aimé presque qu'il y ait une réaction plus vive des marchés financiers en espérant que ça pousse l'administration Trump à se retenir un peu. On n'a pas ça aujourd'hui et je pense que ça nous affaiblit, nous, beaucoup, Européens, dans notre négociation avec les Américains, puisqu'ils se disent, finalement, les marchés restent stoïques et donc on peut pousser notre avantage un peu plus loin. Une sorte d'habitude qui se fait. Bah ouais. C'est ça. Allez, on va ouvrir notre placard à archives et on va voir que ça nous parle déjà, les hausses des droits de douane. On va remonter en 2019, premier mois de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain annonce une augmentation des droits de douane de 25% sur le vin français et la gueule de bois sans ouvrir une bouteille. Les vins français, une nouvelle fois au cœur d'une guerre commerciale. Le 18 octobre prochain, les États-Unis pourraient augmenter les taxes douanières de 25% sur les bouteilles tricolores. Des sanctions rendues possibles par l'Organisation mondiale du commerce. Elle considère que les subventions européennes accordées à Airbus ont porté préjudice au constructeur américain Boeing. C'est une victoire pour les États-Unis, parce que tous ces pays nous arnaquaient depuis de nombreuses années. Ils savent que j'en suis conscient. Nous avons eu beaucoup de victoires, celle-ci en est une à 7 milliards de dollars. Alors, Jean-Luc Desmartiers, à l'époque, il y avait encore un arbitre pour les litiges commerciaux qui s'appelle l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce ne sert plus à rien, donc? C'est pas tout à fait exact. En réalité, il y a toujours un mécanisme de règlement des différends. Et l'Union européenne a réussi à maintenir un organe d'appel alternatif où sont aujourd'hui 57 membres, dont la Chine, pour remplacer l'organe d'appel que les États-Unis ont tué parce qu'ils ont refusé de renouveler ses membres. Et donc les États-Unis n'ont plus rien à craindre de l'OMC. Lorsqu'ils sont condamnés à l'OMC, ils l'ont déjà été condamnés sur l'acier, sur la sécurité nationale. Il suffit qu'ils aillent en appel dans le vide. D'accord. Et
Donc dire que l'OMC ne sert plus à rien, c'est pas tout à fait exact. Elle est affaiblie, mais... Affaiblie. Elvire Fabry, pourquoi il n'y a pas eu d'alliance occidentale Europe-États-Unis contre la Chine, justement? On aurait pu ensemble se serrer les coudes pour combattre la Chine. Ça n'a jamais été pensé Si, c'était le cœur déjà du projet des négociations transatlantiques qui avaient commencé en 2013, qui ont été suspendues en 2016, le fameux TTIP, TTIP. Et l'objectif, c'était justement de créer des standards transatlantiques ensemble, de s'aligner sur un certain nombre d'objectifs. Et même sous la présidence de Biden, il y a eu un conseil de technologie et de commerce dans lequel on retrouvait à l'agenda toute une série d'enjeux qui concernaient la Chine. La résilience des chaînes de valeur, la dépendance à la Chine sur les minerais critiques. Et il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu l'appétence qu'il fallait pour avancer sur ces questions-là. Mais en tout cas, d'après vous, on aurait gagné à se serrer les coudes contre la Chine? Tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne considère la Chine comme un rival systémique, également comme un partenaire et un concurrent. Mais là, le fait que la Chine soutienne autant l'économie russe fait qu'aujourd'hui, ça l'a poussé quand même dans l'angle du rival systémique. Et si aujourd'hui, Trump pourrait nous inciter à nous rapprocher de la Chine, à vrai dire, les Européens sont dans une double situation de ce qu'on appelle de-risking, réduire les risques, les dépendances excessives, à la fois sur les biens venant de Chine et sur les services vis-à-vis des États-Unis. Parce que nous découvrons qu'aujourd'hui, notre dépendance aux services américains financiers, mais aussi numériques, cloud et autres, et devient un problème. Alors, on a vu depuis janvier, maintenant, on a un peu de recul sur Donald Trump. On a vu que maintenant, il y avait deux attitudes commercialement adoptées. Soit la chinoise qui est de répondre au tac au tac, et ça a plutôt fonctionné, ou alors la britannique aussi. Alors c'est là de faire profil bas et de signer un accord, rappelons-le, les Britanniques ont signé un accord pour 10% de droits de douane, et Shane Valley, finalement, qu'est-ce qu'il faudra adopter alors pour l'Europe comme position? Je me permets de compléter, l'accord britannique va un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est non seulement 10% sur tous les biens, c'est un quota assez limitant sur l'export de véhicules, et c'est surtout, et c'est là que le bas blesse à mon avis, c'est surtout le fait d'accepter toutes les provisions américaines en matière de sécurité, ce qui veut dire en fait contraindre énormément l'économie britannique dans ses relations avec le reste du monde et notamment avec la Chine. Et donc je pense qu'on présente souvent un peu rapidement l'accord britannique comme un accord très favorable parce qu'on retient ce 10%, alors qu'en réalité, si l'Union européenne venait à signer un accord de cette nature, ça contraindrait énormément nos relations économiques avec la Chine. Donc moi, je ne pense pas du tout, pour répondre à votre question, que le modèle britannique soit le bon modèle à poursuivre pour l'Union européenne. Je pense d'ailleurs que les États-Unis veulent nous pousser à un deal moins bon que le deal britannique. Et je pense que ça, c'est doublement inacceptable, à la fois économiquement, parce qu'on en souffrirait beaucoup à court terme, mais aussi politiquement, parce que je pense qu'on se poserait la question du sens de l'Union européenne si un club de 26 pays finit par avoir un deal moins bon que le deal britannique. Mais justement, est-ce que, M. de Marty, ça ne pousserait pas aussi les États de l'Union à faire cavalier seul, chacun finalement à défendre son bout de gras? Non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, plus Trump nous applique des mesures excessives et injustifiées, plus ça aura tendance, à mon avis, à réunir les pays de l'Union européenne. Dans la crise, mon expérience de plus de 30 ans à Bruxelles montre qu'il y a une certaine unité qui apparaît. Ça avait été le cas en 2019, lors de la première présidence Donald Trump, ça avait réuni davantage, ça avait fortifié les relations. En 2018, plutôt 2018, quand Jean-Claude Juncker était allé à Washington, j'y étais, on avait évité le pire. Mais c'était un peu moins difficile, il faut bien le reconnaître. Je voudrais me permettre de rajouter quelque chose sur la Chine. En réalité, le problème principal des déséquilibres dans le commerce mondial, c'est la Chine avec son système de capitalisme d'État et d'exportation. Et c'est le problème principal. Et en réalité, Trump, au lieu de faire ce qu'il a fait, aurait dû essayer, je vais prolonger ce qu'a dit Elvire, de créer une alliance pour tordre le bras aux Chinois et pour réformer l'Organisation mondiale du commerce. Mais il fait tout le contraire, puisqu'il nous traite, même à la limite, plus mal que les Chinois. Alors, pour l'Europe, en tout cas, pour l'ancien commissaire européen au marché intérieur, ce n'est pas à la Commission européenne de discuter directement avec Donald Trump. Thierry Poton nous explique son point de vue tout de suite. Nous, Européens, et je rappelle que nous avons confié, nous les 27, l'exclusivité de la négociation à la Commission européenne. Mais voyez-vous, Donald Trump, il fait de la politique. Bien sûr qu'il faut envoyer désormais une équipe politique tout à fait incessante à Washington et discuter politique avec Donald Trump.
Mais alors, qui doit y aller, Shahin Vallée, qui doit y aller? Est-ce que c'est un Michel Barnier, par exemple, qui a été le négociateur du Brexit, ou est-ce que c'est Emmanuel Macron que vous avez côtoyé avec Giorgia Meloni, avec d'autres, main dans la main, pour aller dans le bureau, directement dans le bureau ovale? Moi, je ne partage pas l'avis de M. Breton. Je pense que la Commission européenne peut jouer ce rôle de négociateur politique, pourvu aussi qu'elle s'autorise à sortir du cadre purement commercial. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit avec cette négociation, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'elle déborde très largement la question commerciale. Elle touche aux affaires géopolitiques. Oui, on en a parlé avec la question ukrainienne. Mais au fond... Mais tout ça, c'est de la politique. Donc pas de technicien en économie, mais plutôt de la politique. Mais je pense que c'est une illusion de croire que la Commission européenne n'est qu'un organe de technocrates. La Commission européenne est le pouvoir exécutif européen, ou en tout cas elle doit l'être, et elle a été fondée de pouvoir pour ça. C'est plus que ça, c'est que la Commission, elle est politique par définition, et qu'au Conseil, on a un problème d'unité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire vouloir envoyer une équipe pour négocier? Le problème, c'est l'unité au niveau du Conseil. Et on a vu déjà en quelques jours, avec l'annonce des 30%, quand même une réaction qui va vers plus d'unité. On a encore de la résistance côté allemand, côté italien, côté irlandais, qui sont les pays les plus exposés aux droits de douane de Donald Trump. L'Allemagne, en l'occurrence, oui. L'Allemagne, énormément. Et donc là, l'inquiétude, en fait, qui est suggérée par Thierry Breton, c'est d'avoir une Ursula von der Leyen qui soit vraiment sous influence de l'industrie allemande qui est aux abois dans cette situation. En tout cas, Jean-Luc Demarty, si l'Union européenne s'entend donc sur des mesures de rétorsion, Donald Trump a déjà fait savoir qu'il allait renchérir les droits de douane augmenteraient de 30% supplémentaires, dit-il. Est-ce que c'est un nouveau coup de bluff ou est-ce qu'il pourrait vraiment le faire? Il n'a pas dit exactement 30% supplémentaires, du montant équivalent à ceci dit, ça ne change absolument rien, puisque 30%, c'est déjà prohibitif. Oui. Comme l'a dit le commissaire Šefčovič, qui d'ailleurs, le commissaire Šefčovič, c'est le niveau politique. Donc, excusez-moi, mais Thierry Breton raconte n'importe quoi à ce sujet. Donc, en réalité, c'est le niveau politique. Bien sûr, lui, le rêve de Thierry Breton, il veut régler ses comptes avec Mme von der Leyen, et son rêve, c'est que Mme von der Leyen se fasse humilier dans le bureau ovale par Donald Trump. Chacun ses rêves. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous trois d'être passés ce soir pour en débattre sur le plateau de 28 minutes. Allez, dans un instant, avec Théophile Cossa et Marjora Delso, nous nous demanderons, mais au fait, les prisons de haute sécurité, comment ça marche, avant de nous intéresser au nouveau chantier de Peter Jackson. Alors, ce n'est pas du cinéma, non. Le réalisateur souhaite ressusciter un oiseau disparu il y a 600 ans. On le voit, chacun ses passions. Mais avant cela, rejoignons l'homme qui connaît presque tout. C'est une sorte de 4e Castor Junior. Il y a Riri, Fifi, Loulou et Victor de Quiver. Il a juré de nous rendre plus intelligents avant la fin des vacances. Voilà pourquoi ce soir, une nouvelle fois, vous dînerez moins bête. Le sexe éloigne-t-il les mauvais sorts? La question vous paraît farfelue, et pourtant. À Pompéi, avant l'éruption du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, le sexe s'affiche partout. Des pénis sculptés ornent les rues, des fresques érotiques décorent les demeures les plus respectables, et même les lampes à huile prennent des formes franchement suggestives. Ces représentations ne sont pas considérées comme de simples obscénités. Non, les Romains leur attribuent un véritable pouvoir magique. Le phallus, symbole de fertilité et de puissance, agit comme un porte-bonheur contre le mauvais œil. La logique est diabolique. Quand sur les murs des thermes, un curiste découvre une image érotique, il est censé rire. Et l'hilarité, croit-on à cette époque, génère une énergie positive qui chasse la malchance. Pourquoi dès lors se priver de pénis? Dans les carrefours, on dresse d'imposantes statues phalliques qui indiquent le chemin vers les lupanars tout en protégeant les passants, 2 fonctions pour le prix d'une. Même les bijoux n'échappent pas à cette croyance. Les femmes portent des amulettes phalliques, tandis que les enfants, oui, les enfants, ont des clochettes en forme de sexe masculin pour les protéger des maladies. Mais ne vous y trompez pas, cette sexualité omniprésente n'est pas si libre qu'elle en a l'air. Dans la Rome antique, le plaisir est strictement codifié par le statut social. Vous ne trouverez pas un citoyen romain qui pratique le cunilingus. C'est la honte. Lèche-vagin est d'ailleurs l'une des pires insultes de l'époque. Quant aux fresques des lupanars, elles témoignent surtout de la domination des citoyens sur le corps des esclaves. Ces derniers vendent des actes sexuels à prix cassé. 2 pièces pour une fellation, soit l'équivalent d'un sandwich de l'époque. Une rémunération si basse que seuls les plus pauvres acceptent de fournir ces prestations, perpétuant ainsi la hiérarchie sociale jusque dans l'intimité. Voilà, vous dînerez moins bête.
Eh ben, on en apprend des belles. Hein. Merci beaucoup, Victor de Quiver. Je dînerai moins bête ce soir. Allez, il est temps de les accueillir. Théophile Costa, Marjorie Adelson. On commence avec vous, Théophile. La prison de Vendin-le-Vieil va bientôt accueillir les détenus les plus dangereux de France. C'est une des toutes nouvelles prisons de haute sécurité annoncée par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Un établissement censé être complètement hermétique. Mais alors, expliquez-nous, Théophile, ces prisons de haute sécurité, comment ça marche? Ouais, bienvenue à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Enfin, je dis bienvenue, pas sûr, parce que ça risque de pas rigoler. Ils seront 100 détenus incarcérés sur décision du garde des Sceaux, considérés comme les plus dangereux des condamnés, mais aussi des personnes en détention provisoire. Les premiers viennent de recevoir leur notification de transfert qui devrait intervenir dès la semaine prochaine. Et parmi eux, l'ex-ennemi public numéro 1, le narcotrafiquant Mohamed Amra, vous savez, célèbre pour sa très violente évasion au péage d'Incarville en mai 2024, qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. S'en était suivi une cavale de 284 jours avant son arrestation à Bucarest. Il sera accueilli, enfin, pour l'accueillir, lui et les autres, il sera accueilli par 226 surveillants à Vendin-le-Vieil, selon le journal Le Monde, qui sont au taquet, et c'est pas des bleus, hein. Ils ont entre 15 et 30 ans d'expérience et ont reçu une formation spéciale pour faire tourner cette prison hors norme. Alors justement, quelle différence avec une prison classique en fait? Alors déjà, des cellules individuelles de 12 mètres carrés pour tout le monde, avec WC et douche, des portes avec des trappes pour passer des menottes dans la cellule, des grillages aux fenêtres en plus des barreaux pour éviter que vous savez que les détenus s'envoient toutes sortes de choses d'une fenêtre à l'autre, des promenades réduites, pas plus de 5 détenus ensemble, bref, limiter au max les possibilités de communication entre eux et avec l'extérieur. Pour ça, brouilleur de portable, système anti-drone à l'entrée de la prison, des portiques électromagnétiques bien plus performants que les détecteurs de métaux classiques, des parloirs entièrement vitrés pour éviter que les visiteurs puissent faire entrer quoi que ce soit. OK pour utiliser le téléphone fixe, mais seulement 2 fois 2 heures par semaine et les appels seront écoutés. Et puis, visioconférence systématisée pour les auditions, pour limiter le plus possible les transferts. Objectif, bien sûr, éviter les évasions, mais aussi empêcher les narcotrafiquants de poursuivre leurs activités criminelles en prison. Bien sûr, l'administration pénitentiaire n'a pas oublié que Mohamed Amra continuait son business tranquille dans sa cellule en télétravail et qu'il y avait même organisé son évasion. Alors, c'est pas la seule prison de haute sécurité qui va ouvrir. Hein. Non, effectivement, celle de Condé-sur-Sarthe est aussi en train d'être transformée. Elle sera normalement opérationnelle, prête en mi-octobre. Coût des travaux entre 4 et 5 millions d'euros, à peu près pareil que pour celle de Vendin. Et puis une troisième prison toute neuve est-elle en construction, cette fois en Guyane, plaque tournante, hein, vous savez, du trafic de stupes. Elle sera ouverte, si j'ose dire, en 2028, on devrait plutôt chanter comme Johnny. Les portes du pénitencier, bientôt, vont se refermer. Bien sûr. Merci beaucoup, Théophile. Allez, Marjorie, avec vous, on va voir que Peter Jackson, le célèbre, très célèbre réalisateur du Seigneur des Anneaux, veut ressusciter, c'est ça, hein, ouais, une drôle de créature. Oui, sauf que cette fois, c'est pas un hobbit ou un troll, mais une créature qui a vraiment existé. Ce n'est pas non plus un nouveau projet de film, mais la réalité. Voici le Moa. Alors, c'est un oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande. Il ne ressemble pas vraiment à un oiseau, d'ailleurs. Hein. Il fait 3,5 mètres de haut, 200 kilos. On dirait plutôt, on dirait une sorte d'autruche géante. Hein. D'ailleurs, comme elle, il ne peut pas voler. Alors, il faut savoir que le Moa, il a longtemps habité en Nouvelle-Zélande, mais il a disparu il y a plus de 600 ans. Sa chair et ses œufs étaient notamment très appréciés des Maoris, hein, l'une des populations autochtones de Nouvelle-Zélande. Alors, quand Peter Jackson, il ne tourne pas des films, il faut savoir qu'il a quand même une petite passion dans la vie, vous allez comprendre, c'est la paléontologie, et particulièrement le Moa. Le réalisateur, il possède, vous le voyez chez lui, plus de 300 ossements de cet oiseau disparu. Un vrai musée d'histoire naturelle pour lui tout seul, hein, donc. Alors Peter Jackson, il a décidé cette fois-ci là, de mettre le paquet pour ressusciter le Moa. Comment ? En investissant 13 millions de dollars dans cette entreprise. Voici Colossal Biosciences. C'est une start-up de génie génétique. Elle cherche à ressusciter toutes sortes d'espèces disparues, comme par exemple le dodo ou le mammouth, et peut-être bientôt donc le Moa. Alors justement, ça marche comment ? Alors déjà, on n'est pas tout à fait sûr que ça marche. Ah d'accord. Mais en idée, de l'ADN va être récupéré depuis les ossements détenus par Peter Jackson. Il sera ensuite comparé à des espèces vivantes dont le génome est proche.
proches, par exemple l'émeu. Alors c'est un oiseau qui vit en Nouvelle-Zélande, lui aussi, c'est vrai qu'ils se ressemblent, et l'idée c'est de comprendre ce qui faisait génétiquement la spécificité du moa pour ensuite modifier l'ADN d'un émeu pour le transformer en moa. D'accord, oui, bien sûr, oui. à fond. Alors, cette même société, elle travaille aussi sur la résurrection du mammouth, je le disais. Et l'année dernière, eh bien, elle a réussi une première étape dans ce projet, créer une souris laineuse, que vous voyez, qui est très mignonne. Et c'est-à-dire qu'en fait, elle a sa spécificité, c'est qu'elle a un pelage qui est proche du mammouth, toujours grâce à des manipulations génétiques. Alors d'ailleurs, ce genre de projet, on va le dire, ne fait pas vraiment l'unanimité. Non, mais il y a des gens qui sont favorables, comme par exemple la communauté maori, qui soutient le projet au nom de la mise en valeur de son héritage culturel. Mais il y a aussi beaucoup de réactions, notamment à propos du danger. Imaginez la pagaille, si on réintroduit un colosse de 3 mètres de haut, de plusieurs centaines de kilos, surtout que c'est dans un écosystème auquel il n'est pas du tout habitué. Ça peut vraiment devenir Jurassic Park, mais dans la vraie vie. Sans compter aussi qu'il y a évidemment une question éthique. En dehors du côté un petit peu excitant, quasi science-fiction, est-ce qu'il y a vraiment un sens à recréer des espèces qui ont disparu il y a très longtemps? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, au final, utiliser ce savoir-faire pour aider des espèces menacées d'extinction? Surtout qu'il y a un chiffre qui est assez impressionnant. Il faut savoir qu'en 50 ans, les populations d'animaux sauvages se sont effondrées de 73%. Voilà, c'est vraiment colossal. Alors, en parallèle, Peter Jackson, quand même, il a annoncé la sortie d'un nouveau film sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça sera pour la fin 2027, il ne perd pas le nord. Cette fois-ci, pas de panique. Les créatures, eh bien, elles resteront sur le grand écran. Voilà, mais on a hâte en tout cas de voir des moas en appartement. Oui. Merci beaucoup, Marjorie. Merci, mes amis, à suivre sur Arte. Stonehouse, député, amant, espion. Alors oui, ça fait beaucoup, mais c'est l'histoire vraie d'un politique britannique qui s'est un tout petit peu lâché dans les années 70. C'est fou et British à souhait. C'est une série qui ne se manque pas, bien sûr. Demain, vous avez rendez-vous avec le frétillant Renaud Dely pour le club. 28 minutes. Moi, je vous retrouve lundi, 20h05. Tchuss.